Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole à Aude Bodigel, en charge de l'adaptation au CEREMA. Excusez-moi, Oups, petite qui va pouvoir nous présenter, eh bien donc, continuer à nous présenter la méthodologie TACT dans ces deux derniers volets. Merci beaucoup, Aude, d'être de nouveau présente avec nous et je vais te laisser la parole. Et merci de l'invitation et de me laisser la main. Voilà, de façon à projeter. Dites-moi si c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui, C'est bon, Hélène? Eh c'est bien, bon. bonjour à tous. Donc, cette seconde partie va être dédiée plutôt à la partie trajectoire. Je tenais néanmoins à rappeler TACT, ce que c'est. Donc, on en parle comme d'une démarche plus que d'un outil. Pour reprendre mon image de la construction d'une maison, pour construire une maison, si on apporte un outil, un marteau par exemple, c'est utile pour construire la maison, mais ça n'explique pas comment construire cette maison. Donc TACT est vraiment conçu comme une sorte de mode d'emploi pour l'élaboration de sa stratégie, donc en commençant par le diagnostic, la stratégie, le plan d'action, qu'on appelle trajectoire, et le suivi évaluation. Et donc, il y a une présentation qui peut paraître séquentielle, mais en fait, on va le voir, les trois exercices se répondent et sont étroitement imbriqués. Il ne faut pas considérer voilà, qu'il y a des trous entre ces étapes. C'est d'ailleurs même pas des étapes d'un point de vue temporel. Alors d'abord, pourquoi des trajectoires? Il est vrai que l'ADEME avait travaillé sur le sujet du diagnostic dans les années 2011-2012 et on était persuadé qu'après avoir sorti notre superbe méthodologie, il n'y aurait pas de problème pour les collectivités pour déboucher sur des plans d'action à la hauteur des enjeux d'adaptation, etc. Et puis il s'est avéré que non, ça restait difficile. Et donc on a creusé un petit peu, on s'est aperçu que euh, il nous fallait trouver un moyen de se projeter dans un futur, voire dans des futurs, chose qui est déjà pas très naturelle, hein. Encore moins pour des élus qui ont tendance à vouloir avoir des résultats à court terme avant de penser le long terme, et que donc là, il y avait un besoin d'apport méthodologique supplémentaire. On avait aussi, je vous l'avais dit la dernière fois au moment du diagnostic, hein, euh, il va ouvrir les yeux sur la pérennité ou non, ou les transformations de certaines activités, de certains paysages, d'une structuration du territoire qui peut être remis en question par le changement climatique. Donc ce décalage entre la recherche donc, des résultats à court terme et puis des ambitions de résilience à long terme, et aussi la prise en compte des incertitudes apportées par le changement climatique qui restait compliqué à prendre en main par les collectivités. Donc, autour de tout ça, il y avait deux notions clés qu'il nous fallait être capable en fait, de prôner dans une démarche méthodologique. C'est la planification dynamique. Alors là, on se rend tout de suite compte, hein, euh, de, de l'étrangeté de cette formule, puisque avec planification, on a l'impression d'avoir quelque chose de relativement à minima structuré, voire rigide. Là, on fait un plan, on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Alors que là, il faudrait que ça soit dynamique et flexible. Et puis la gestion adaptative, qui est quelque chose aussi pas trop dans notre culture, de tâtonnement, d'essais et d'erreurs, on commence à petite échelle avant de déployer à grande échelle, etc. Pas des choses qu'on fait en tout cas facilement. On s'était aperçu aussi que des collectivités qui avaient commencé à s'interroger hein, sur cette capacité à se projeter dans l'avenir avaient des difficultés assez classiques de par quoi commencer. Là, on l'avait vu avec le diagnostic, hein. Normalement, quand même, à la fin du diagnostic, on débouche sur non seulement un état des lieux, mais une priorisation de ce qu'il va falloir faire. Et surtout, étant donné que les conditions, notamment climatiques, changent, comment on fait pour se fixer des objectifs de long terme qui pourraient être remis en cause finalement par ce qui se passe?
jusqu'à quel niveau, quel degré de changement, en fait, ce qu'on est en train de mettre en œuvre va continuer à être efficace ou pertinent. Et aussi, bah, est-ce qu'il y a à un moment donné des alternatives euh, ou pas? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on est dans une adaptation réactive, généralement, on a très peu d'alternatives, justement. C'est-à-dire que une adaptation réactive, généralement, voilà, on a une catastrophe climatique qui est passée par là, on gère l'urgence, et quand on gère l'urgence, on n'est plus en état psychologique de poser des options sur la table, d'y réfléchir, de les objectiver les unes par rapport aux autres, parce que voilà, l'urgence n'est pas là. Donc c'est impératif de rentrer dans une logique euh, d'adaptation avec une planification sur le long terme pour se donner les moyens à minima d'y réfléchir et puis après de se mettre en ordre de bataille pour la mise en œuvre. Alors comment on fait? Bah, si on avait la super DeLorean du professeur, on irait faire un petit tour dans le futur et puis on reviendrait vous dire comment ça se passe. Bon, jusqu'à présent, on ne l'a pas trouvé, donc on peut passer par une méthodologie qui s'appelle les Adaptation Pathways. Alors, j'ai une petite vidéo pour vous. Euh, juste un détail, en fait, elle a été créée à un moment donné où TACT s'appelait Objectif Climat Trajectoire. Donc, vous allez voir des références avec ce nom-là, mais en fait, la méthodologie qui est décrite est toujours la même, hein, bien évidemment. Ça n'a pas changé. Alors, par contre, voilà, il faut que j'arrête le partage pour vous partager le bon écran. Et normalement, Hélène, tu me diras si le son passe bien. Alors déjà, ça ne veut pas se mettre en route, c'est gênant. Bon, et ça ne veut pas fonctionner. Hélène, tu peux aller sur YouTube ou pas? Euh, oui, oui, Je oui. t'avais envoyé le lien. Je vais, alors, le temps que je le retrouve, mais oui, je vais le retrouver. Je ne sais pas Hop. pourquoi ça ne veut pas se mettre en route. C'était en route tout à l'heure, mais voilà. Tu peux réessayer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'ai essayé de lancer des vidéos sur Zoom. Alors, hop, j'ouvre et je vais pouvoir partager mon écran. Désolée pour ce petit contretemps. Il fallait bien que Hop, l'informatique nous joue des tours. hop. J'enlève juste mon VPN pour pour que ça fonctionne. Alors, je vais pouvoir partager mon écran, je pense. Hop. Alors, tac, tac. Ah, voilà. Vous êtes en charge de l'adaptation d'un territoire au changement climatique. Vous déployez peut-être déjà une stratégie climat répondant aux impacts de demain. Mais quid d'après-demain? Quand le territoire subira un impact climatique plus sévère, quand les actions prévues ne suffiront plus, quel nouvel horizon envisager alors pour le territoire? Quelles nouvelles adaptations en conséquence? Avec ce module d'objectif climat, penser l'avenir d'un territoire, ce n'est plus la mer à boire. Cet outil vous guide pas à pas dans l'élaboration d'une stratégie selon le concept performant des trajectoires d'adaptation au changement climatique. Tourisme, habitat, agriculture, quel que soit le champ d'intervention, il s'agit d'envisager l'impact du changement climatique par seuil sur le territoire concerné. Côté littoral, par exemple, le trait de côte recule, la surface de plage est amenée à diminuer et le tourisme balnéaire à s'affaiblir. Pour penser l'adaptation, on définit d'abord plusieurs niveaux d'impact.
À chaque stade, on fixe ensuite un objectif pour le territoire avec les parties prenantes. Impact faible, maintenir un tourisme centré sur l'activité balnéaire. Impact moyen, créer de nouvelles activités touristiques en plus de la plage. Impact élevé, muter vers un nouveau modèle économique. On identifie enfin un bouquet d'actions pour répondre à chacun des objectifs. Cette vision dans la durée prend alors la forme d'une ou plusieurs trajectoires d'adaptation au changement climatique. Ces trajectoires posent les jalons d'un avenir robuste pour le territoire. Elles permettent également de vérifier que l'action à court terme est compatible avec les projets ultérieurs et de préparer le terrain pour les futures étapes. Flexibles et dynamiques, les trajectoires d'adaptation peuvent se réajuster aux nouvelles donnes climatiques, politiques ou socio-économiques. C'est tout l'avantage de la gestion adaptative, une approche innovante permettant de conjuguer au mieux temps politique et temps climatique. Le module trajectoire d'objectifs climat, une méthode agile pour votre territoire. Merci, Hélène. Donc, je vais reprendre le fil. Donc, concrètement, comment on bâtit ces trajectoires-là? Euh, alors, comme je vous disais, on a bâti notre réflexion sur de l'existant et les premiers à avoir développé ce type de réflexion sont les Britanniques. Et je vous donne là le premier exemple. C'était sur en fait la gestion de la Tamise, l'objectif étant d'éviter l'inondation de Londres. Et donc, ils ont décidé de se projeter dans le temps, non pas par rapport à des dates fixes, hein, qu'est-ce qu'il faudra qu'on ait fait d'ici 2050, voilà, en essayant de trouver des projections, mais de regarder finalement un impact. Ici, l'impact, c'est l'élévation du niveau de la mer, qui est forcément débouche sur une élévation du niveau de la Tamise. Et vous voyez qu'ils se projettent très très loin, puisqu'ils envisagent, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais plus 1 mètre, plus 2 mètres, plus 3 mètres, voire plus 4 mètres. Donc on va vraiment très très loin. Vous avez en haut, hein, alors ça date un petit peu, mais les projections d'élévation des niveaux des mers hein, pour 2100, on est plutôt aux alentours d'1 mètre. Et dans les scénarios les plus pessimistes, on dépassait largement les 2,50 m. Et donc, on a ces fameuses options qui sont posées. Voilà. Actuellement, il y a le système actuel, l'amélioration des défenses actuelles, d'accord. On voit que c'est pas très pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir, on ne sait pas quand, on ne sait pas si ça sera en 2020, 2030, 2040, mais euh, que les défenses actuelles ne vont pas suffire et qu'il va falloir engager d'autres types d'investissements. Donc, on a bien un certain nombre d'options qui sont ouvertes. Ces options sont elles-mêmes plus ou moins durables dans le temps. Voilà. Donc elles ont une longueur différente. Et lorsqu'on sentira qu'on s'approche de ce seuil fatidique, on se rapproche peut-être des, je sais pas, plus 80 centimètres, il va falloir prendre de nouvelles décisions d'investissement. C'est une façon d'anticiper, de poser toutes ces options sur la table. On n'est pas obligé de décider maintenant si on est au moment de existing system ici. Par contre, on les a sur la table. On sait qu'il y en a qui seront peut-être coûteuses, mais qui vont durer très très longtemps, qui seront très pérennes. D'autres, voilà, qui dureront beaucoup moins longtemps. Donc, il faudra les compléter à un moment donné. On anticipe déjà ce moment où il faudra anticiper pour avoir encore l'étape d'après. Euh, Juste un petit clin d'œil hein, sur le titre Repenser l'adaptation pour un monde à 4 degrés. C'est ce que nous propose la nouvelle trajectoire de réchauffement de référence pour la France, hein, une France à 4 degrés. Sauf que voilà, les Britanniques, ils y réfléchissaient, on était en 2011. Alors les trajectoires d'adaptation, c'est se dire aussi qu'il n'y a pas une façon unique de répondre aux impacts du changement climatique. Donc on peut envisager au jour d'aujourd'hui plusieurs trajectoires. Elles peuvent être plus ou moins ambitieuses, elles peuvent s'appuyer sur des techniques différentes, sur des partis pris différents. Etc. Et que finalement, la robustesse va venir de cette combinaison d'actions
On va essayer de positionner les unes par rapport aux autres. Et ce mécanisme de pensée a été théorisé par les Pays-Bas. Donc, ça prend la forme de cette espèce de petit plan de métro, hein, voilà, où on retrouve en gris la situation actuelle qui n'est pas durable, avec un listing d'options, là, les options A, B, C, D, elles-mêmes plus ou moins pérennes dans le temps. Et à chaque fois que vous avez un petit cercle donc, qui permet de changer d'option éventuellement, se reposer la question de est-ce que je continue sur la trajectoire ou est-ce que je bifurque sur une autre trajectoire avec d'autres options, parce que les conditions, qu'elles soient climatiques ou socio-économiques, ont évolué. Donc du coup, cette notion de seuil, on va y revenir, mais est vraiment centrale. C'est-à-dire essayer d'anticiper les moments où tout ce qu'on a mis en œuvre, en fait, euh, va se retrouver peut-être périmé. Un exemple simple, des collectivités font du rechargement des plages en sable. Voilà, ça dure quelques années, mais très vite, il faut en remettre. Donc c'est très coûteux. Et il y a bien un moment donné où l'élévation du niveau de la mer sera telle que ce ne sera même plus la peine d'envisager cette option-là. Alors le cadre conceptuel, nous on l'a simplifié avec tact, hein. On se dit on va déjà essayer d'évaluer 3 niveaux d'impact, là où les Britanniques allaient jusqu'à 5 avec plus 4 mètres d'élévation du niveau de la mer. On raisonne donc en niveau d'impact et non pas en date. On a donc des seuils à fixer. Et ce qu'on appelle finalité sont en fait des objectifs, mais des objectifs conditionnés au niveau d'impact où on est. Donc ce sont des objectifs qui ont eux-mêmes une durée de vie limitée. On voit apparaître la nécessité d'avoir des indicateurs de suivi pour essayer d'évaluer la situation et de voir si on franchit un seuil ou pas. Alors, euh, ce vocabulaire, hein, ce vocable d'indicateur de suivi euh, peut introduire de la confusion parce que, par exemple, dans l'évaluation des PCAET, on parle d'indicateur de suivi des actions, par exemple. Parce que mon action, elle est entamée, en cours, terminée, etc. Ce sont aussi des indicateurs de suivi. Là, on n'est pas tout à fait sur le même type d'indicateur. Là où je vous disais que les séquences diagnostic, stratégie, élaboration de la trajectoire sont étroitement mêlées, c'est que ces niveaux d'impact, en fait, normalement, vous les avez approchés lorsque vous avez fait le diagnostic. Alors, soit jusqu'à présent, on regardait par exemple un panel de scénarios, ce qui pouvait aider à déterminer des niveaux d'impact différents. Là, désormais, on a vraiment la traque, effectivement, mais on peut se baser, par exemple, sur le minimum ou sur le maximum pour essayer d'évaluer, en fait, les niveaux d'aggravation possibles. Alors, niveau d'aggravation d'un impact chaleur, ça peut être le nombre de jours de chaleur qui augmente de 20 jours, qui augmente de 50 jours, qui augmente de beaucoup plus. Voilà. Et quels sont les types d'impacts que ça génère sur le territoire? Une petite précaution aussi sur ce terme d'indicateur, c'est que effectivement un indicateur, ça a une certaine représentativité de la réalité, mais c'est pas l'intégralité de cette réalité. En fait, la vulnérabilité, c'est un peu comme la santé humaine, hein. C'est pas un phénomène qui a une unité qui permettrait de le mesurer. Donc, on peut se dire, par exemple, la température du corps humain, c'est un indicateur de santé. Alors, si vous avez de la fièvre, c'est que vous êtes malade. Par contre, ça ne vous précise pas quelle maladie. Et à l'inverse, si vous n'avez pas de fièvre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas malade. Donc, le problème de la vulnérabilité, voilà, on n'a pas une unité commune qui permettrait de dire de quelle manière je suis vulnérable. Alors concrètement, on a donc une plateforme qui est destinée à vous aider. Donc, la plateforme, c'est à vous de la remplir hein, avec vos éléments de réflexion. Euh, on vous propose d'élaborer ces fameux niveaux d'impact avec des seuils précis.
d'avoir ce fameux bouquet d'actions qui seront autant de, d'options qui vous permettront à un moment donné de bifurquer sur d'autres trajectoires ou pas. L'évaluation est une partie intéressante parce que ça permet d'objectiver les actions entre elles, en fait. Euh, on aurait tendance par exemple, à se fixer des critères uniquement économiques, c'est-à-dire combien ça coûte. Bon, dans une réflexion à long terme, on sait que combien ça coûte aujourd'hui n'est pas forcément l'unique critère à regarder. Alors, il y en a d'autres qui peuvent être l'acceptabilité sociale, la faisabilité technique. Il y a aussi des considérations de co-bénéfices, notamment en adaptation et sur des solutions fondées sur la nature. Il y a énormément de co-bénéfices que n'auraient pas d'autres types d'actions. Donc, cette partie évaluation est assez importante. Et puis, en fait, la partie trajectoire à la fin. Donc, voilà le type d'analyse multicritère qu'on peut faire. On peut bien évidemment se fixer des critères tout à fait différents. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir collectivement décider de quels critères sont importants pour mon territoire. Et puis à la fin, eh bien, on a différentes trajectoires avec des poules d'actions qu'on va activer ou pas. Quand on a des petits points avant, c'est qu'il faut les anticiper. Alors un exemple, hein, vous voulez euh, travailler la réhabilitation d'une rivière, ben souvent il y a des problèmes de foncier qui vont se poser en amont avant même de pouvoir euh, réhabiliter la rivière. Idem pour le recul du trait de côte, bien évidemment. Ou parfois, ça peut être juste faire de la sensibilisation, notamment auprès des habitants, avant d'entamer une action proprement dite. Et pour revenir sur les indicateurs, puisque ça faisait quand même partie de la commande, euh, je voulais attirer pardon, je voulais attirer l'attention, zut, euh, sur une offre de service actuelle qui se développe, de fournir des indices de vulnérabilité. Alors souvent, c'est restitué sur de très belles cartes des territoires avec des couleurs, voilà, vert, jaune, orange, rouge, avec cette difficulté que, en fait, cet indicateur de vulnérabilité, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, donc c'est un peu une boîte noire. Et le problème, c'est que un indice unique, comme je vous disais, ça représente une petite portion de réalité, mais pas la totalité. Si vous prenez des indices séparés, vous aurez les différents éléments constitutifs de votre vulnérabilité. Si vous regroupez tout sous un indice de vulnérabilité globale, en fait, vous perdez en qualité d'information. Donc, avoir ces informations sur la structure de votre vulnérabilité, c'est vraiment important. Je vous donne un exemple immédiatement. Très simple. Lorsque vous travaillez sur un problème d'inconfort thermique sur votre territoire ou de chaleur en ville, peu importe comment on l'appelle, euh, la pratique veut qu'on regarde les personnes fragiles. Donc le cas est très simplifié, je n'ai pris que en fonction de l'âge. On aurait pu bien évidemment prendre aussi comme indicateur la fragilité économique, par exemple un taux de pauvreté ou un taux de précarité énergétique logement, etc. Donc là, je prends juste deux catégories de population fragile, les très jeunes et les très âgés. Et vous voyez qu'un indicateur global pour deux territoires A et B qui auraient une structure de population di- très différente, bah, votre indicateur de vulnérabilité donnerait le même chiffre. Un quart de votre population est fragile au regard d'un élément chaleur. Seulement, le problème, c'est que si vous ne retenez que ce chiffre de 25% et que vous allez les présenter, je ne sais pas, à vos services sociaux, aux services de santé, ça ne va pas leur apprendre grand-chose. C'est-à-dire que pour passer à la mise en œuvre opérationnelle, c'est quand même important de savoir si on n'a que 5% de personnes âgées ou 15%. Ce pas les mêmes actions qu'on va mettre derrière pour lutter contre la chaleur. Donc, on a vraiment besoin de ce niveau de granulométrie. Voilà. Juste ce premier petit avertissement sur, en fait, on peut avoir l'impression que pour gérer son plan d'action, on va avoir à gérer tout un tas d'indicateurs. Oui, mais ces indicateurs, c'est vraiment ce qui font les éléments constitutifs
de vos politiques d'adaptation par la suite. J'ai un autre exemple un petit peu différent. Euh, C'était un indice qui avait été créé pour évaluer le degré de vulnérabilité à l'élévation du niveau de la mer sur une partie de côte en Australie. Donc, ils avaient relevé six variables, hein. C'était un travail extrêmement approfondi. Donc, il y avait six variables structurelles. Alors, le type de roche, la pente de la côte, la géomorphologie, le type de protection existante, les modifications du littoral, etc. Et puis, trois variables liées plutôt à des processus, donc l'élévation du niveau de la mer lui-même, la hauteur moyenne des vagues, et puis l'ampleur moyenne des marées. Ils avaient calculé vraiment un indice, donc avec 9 variables au total. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous avez des couleurs, bon, traditionnelles, hein, vert, jaune, orange, rouge. Vous avez un niveau de détail vraiment très précis parce que chaque petit carré que vous voyez, c'est 1,5 km de côte. Voilà. Par contre, pour être capable d'interpréter précisément ce que ça veut dire, bah, là, vous avez des chiffres. Bah, c'est très compliqué de savoir ce que ça représente exactement. En complément, je vous montre ce que fait le CEREMA. Donc là, c'est extrait de Facilitact, mais ce sont des données CEREMA. C'est l'indicateur national d'érosion du trait de côte, où on a quelque chose de beaucoup plus simple, qu'ils ont pris des photos les plus anciennes possibles, hein, les années 50, des photos de maintenant. Ils ont regardé l'écart, donc le recul ou l'avancée d'ailleurs, du trait de côte. Et puis, ils en ont déduit voilà, une formalisation en image qui est extrêmement simple à comprendre. Euh, L'indicateur qui est utilisé est très clair, hein, puisqu'on est dans du recul ou de l'avancée du trait de côte en mètres par an. Voilà, on a un accès extrêmement facile à la donnée. Évidemment, on peut rajouter des couches de complexité en mettant peut-être des infrastructures qu'il y a juste à proximité de ces côtes, etc. Mais bon, tâchez de ne pas rentrer dans des choses trop compliquées, parce que d'un point de vue scientifique, on peut toujours faire des choses extrêmement compliquées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément utiles pour l'élaboration de vos politiques publiques. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus simple et quand même avoir des indicateurs derrière extrêmement complets. J'aimerais finir, parce qu'on me pose souvent la question, en dehors de TACT, donc cette méthodologie qui est celle des Adaptation Pathways, elle est utilisée à travers le monde. C'est pas une méthodologie que ADEME et c'est pas une méthodologie que française. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'exemples relevés dans des articles, la littérature scientifique qui en fait état. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur la gestion de l'eau, mais pas que. On peut aussi l'adapter à une logique de filière, d'adaptation des filières. Donc, au niveau mondial, il y a eu quelque chose de spécifique sur la production mondiale de blé. Et au niveau français, nous avions fait l'exercice sur trois filières agroalimentaires. Donc, de mémoire, c'était la viande bovine en Bourgogne, le maïs en Occitanie et la pomme dans les Pays de Loire. Donc, voilà, c'est un mode de réflexion qui s'applique dans différents contextes. Et si je devais conclure sur peut-être la définition à retenir de ce que c'est qu'une trajectoire d'adaptation, bah, c'est un séquençage d'actions dans le temps, mais en fonction d'un niveau d'aggravation d'un impact. Voilà, j'ai fait assez résumé parce que je sais qu'il y a un grand temps de questions-réponses et que je suis sûre que ça va susciter beaucoup d'interrogations. Je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à tout d'ailleurs. Merci beaucoup, Aude. Et comme d'habitude, on aura accès au replay du webinaire et aux planches qui ont été présentées avec tous les liens pour ensuite demander à participer à une trajectoire d'adaptation au changement climatique pour sa collectivité. Il y a une question dans le chat de Madame Demeilly concernant le diagnostic. Donc c'est vrai qu'on revient un peu sur ce qu'on a fait la dernière fois. Peut-on partir de celui du PLU ou encore de flocons verts? Alors je ne sais pas à quoi ça fait référence exactement. Je ne connais pas
à cette initiative ou plutôt faut-il repartir de zéro quand on fait son diagnostic vulnérabilité? Alors, non, il y a aucun intérêt à repartir de zéro. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'être capable d'identifier les manques, pour le coup. Par exemple, un diagnostic des PLU, peut-être qu'il y a certaines thématiques qui seraient abordées dans un plan climat, par exemple, et qui ne l'auraient pas été dans le PLU. Ça peut être aussi vérifier que vous n'avez pas que des indicateurs d'exposition au climat. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la projection climatique. C'est bien aussi de raisonner sur ses propres facteurs de sensibilité, c'est-à-dire tous les facteurs non climatiques, justement, qui font que le territoire va être particulièrement sensible à certains impacts. C'est souvent cette partie-là qui est un peu le parent pauvre des diagnostics. Mais évidemment, en fait, vous pouvez prendre des éléments du diagnostic du PLU, des éléments de l'évaluation environnementale, des éléments peut-être de diagnostic qui ont été faits par un échelon supra. Si vous êtes un EPCI, ça peut être le département qui l'a fait. Il y a peut-être aussi des choses à récupérer dans un SRADET n'hésitez pas à balayer large euh, et surtout ne pas repartir de zéro, ce serait dommage. Merci Aude. Nous avons une question d'Alexis Imbert. Euh, Bonjour, je comprends qu'un indice de vulnérabilité globale est à traiter avec précaution, mais que préconisez-vous d'autre pour faire passer un message simple et clair auprès d'élus potentiellement réfractaires à considérer cette problématique? Alors, je suppose que pour la problématique, c'est la problématique de l'adaptation de façon générale. Euh, je pense qu'on a là une difficulté qui tient pas tant à l'indicateur qu'on va mettre sous le nez des élus qu'à la façon de leur présenter cette information. Pour moi, on se heurte là à un problème entre euh, une information qu'on considère comme quelque chose d'extérieur, scientifique, froid, et une connaissance qui est quelque chose qu'on s'est approprié. Donc la difficulté, c'est comment on fait d'un élément d'information, que ça soit un indicateur de vulnérabilité globale, dont certes je vous ai dit, faites attention, mais quel que soit le type d'information, hein, le GIEC a sorti de l'information enfin continue à sortir de l'information climatique depuis des années, sans que ça fasse forcément bouger un certain nombre d'élus, parce que ça reste au niveau de l'information et ça ne descend pas à cette appropriation, cette connaissance, le fait que ok, on se dit, je prends conscience de ce que ça veut dire pour moi, pour mon territoire, et ça me mettra en mouvement. Ça va susciter quelque chose. Généralement, on parle d'émotion, ça suscite une émotion. Cette émotion, elle peut être diverse, hein. Ça peut être la colère, ça peut être le déni, mais au moins ça suscite quelque chose. Ça veut dire que c'est commencer l'appropriation. On dit beaucoup quand on débute une démarche d'adaptation, il y a un peu la courbe du deuil et qu'en fait, on s'engage à différents niveaux suivant à quel endroit de la courbe on est. Là, on rentre dans des considérations sur le changement de comportement, donc je vous renverrai bien peut-être sur un prochain webinaire ou sur des formations très spécifiquement. Mais quand on sait ce qui bloque chez quelqu'un, euh, on saura aussi comment lui apporter correctement l'information pour que ça ne provoque pas un blocage, mais qu'on reste dans l'action. Alors peut-être justement en complément par rapport à ce que tu disais, Aude, sur l'aspect un peu psychologique du rapport à la méthodologie, il y a un travail qui est prospectif, hein, qui est mené notamment, c'était le professeur Duva, qui est auteur du GIEC, qui était venu nous présenter lors du deuxième webinaire la manière dont d'approcher justement la vulnérabilité, la problématique d'adaptabilité au territoire dans les territoires d'outre-mer, qui justement se base plus sur une méthodologie qui intègre aussi le facteur culturel, sociologique et psychologique,
et qui travaille justement à l'intégration de ces facteurs-là et en lien avec une thèse qui est financée par l'ADEME avec à horizon plus ou moins court l'intégration de ces facteurs-là pour enrichir la méthodologie. Alors, question de, alors on reste, on revient sur notre sujet. François Bertrand, existe-t-il des méthodes disponibles d'évaluation territoriale des coûts et des coûts évités versus les coûts de maladaptation? Si c'est pas anonyme, je pense que la personne a la réponse. Euh, alors, je sais que les Pays-Bas ont commencé une réflexion d'évaluation des coûts des trajectoires. C'est la petite différence entre les adaptation pathways et les dynamic adaptation pathways, où ils essayent d'anticiper les coûts et en disant, ben, finalement, les fameuses options, les fameuses alternatives qui sont proposées, on essaye d'évaluer au jour d'aujourd'hui leurs coûts par rapport à certains bénéfices pour voir si finalement ça permet de trancher, d'aider et d'être une aide à la décision dans est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un investissement très coûteux maintenant ou plusieurs petits qui coûtent peut-être un peu moins cher, mais il va falloir finalement que peut-être tous les 10 ou 15 ans, bah, je remette au pot quelque chose, je reconstruise. Voilà. C'est extrêmement complexe. Ça me semble pas être appropriable facilement par des services techniques de collectivité, même si c'est une grosse collectivité. Donc, à ma connaissance, c'est un peu compliqué. Et après, ben, c'est ce que tu disais aussi, Aude, une des manières de lutter contre la maladaptation, c'est d'assurer la bonne adéquation temporelle entre la solution qu'on met en œuvre et puis sa durée de vie. Par exemple, on n'adapte pas de la même manière une modification d'une culture sur un champ ou un revêtement de route versus une infrastructure très lourde ferroviaire, par exemple. Donc ça, effectivement, en fonction de ce que vous adaptez et de sa durée de vie, c'est important de le prendre en compte. Et puis, les solutions fondées sur la nature sont aussi des actions qui permettent enfin, pas forcément à chaque fois, mais d'éviter ce coût de maladaptation de par les co-bénéfices qu'elle propose également. Et ça sera tout l'objet du prochain webinaire. Je rebondis peut-être sur la question enfin, le point, l'élément que rajoute Flavie Martin sur la manière dont la trajectoire démographique d'un territoire est intégrée dans le diagnostic vulnérabilité. Est-ce que c'est un élément qui est pris en compte parce qu'effectivement l'évolution démographique enfin, a un impact sur la manière dont on doit ou on peut adapter son territoire? Alors, on revient sur la méthodologie du diagnostic, mais c'est une question intéressante et importante. Euh, il y a très peu d'indicateurs socio-économiques hein, qui bénéficient de projections. Ah, effectivement, l'évolution démographique en fait partie, mais pas pour tout le monde, effectivement, que pour des grosses métropoles. Enfin, en tout cas, c'est pas pour tout le monde. Ça n'empêche néanmoins que même si on n'a pas d'éléments d'indicateurs projetés dans le temps quand même, c'est très intéressant de se baser sur des tendances. Il y a des analyses croisées, notamment du CEREMA de mémoire, assez intéressantes sur des taux d'artificialisation pour construction de logements en hausse et des populations qui sont en baisse. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin forcément de se projeter à qu'est-ce qui va se passer en 2050 pour se rendre compte que dès aujourd'hui, il y a peut-être des questions à se poser sur, sur la logique, sur l'objectif en fait de certaines politiques euh, en fonction de tendances qu'on connaît d'ores et déjà. Enfin, voilà.
qu'on a pu, qui sont certes pas projetées, mais qu'on connaît parce que ce sont les tendances actuelles. C'est assez Bon. frustrant, hein. Beaucoup de chargés de mission. Ah, mais j'aimerais bien savoir, voilà, les rendements en 2050. Et là, on rentre dans des exercices de prospective. Alors, je vous renverrai bien vers vers les scénarios de l'ADEME en 2050. Mais alors déjà, maintenant, avec la tract, il faut se projeter jusqu'en 2100. Et ensuite, bah, en fonction de tout un tas d'hypothèses, ça peut tellement varier. Et notamment, euh, ça ne prend pas en compte les adaptations que vous aurez pu mettre en œuvre entre-temps. C'est une vraie question très compliquée. Quant au fait que les données ne soient pas disponibles à la bonne échelle, il faut demander à l'INSEE, hein. Euh, Y a-t-il une dernière question avant que l'on passe à la prochaine intervention? Dans tous les cas, je vous remets dans le chat le site de l'ADEME où vous pouvez vous rendre si vous êtes intéressé pour explorer davantage, en savoir plus, ou alors demander à rentrer dans la méthodologie TACT et dans l'accompagnement qui est proposé par l'ADEME et également méthodologie qui est reprise par le CEREMA. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dessus. Donc, on va prendre une dernière question, celle de deux dernières questions. Et les autres, ensuite, on les prendra par écrit. Oula. Donc, Alice Jacobet, est-ce qu'il y a des indicateurs d'acceptabilité sociale intégrés à la démarche TACT? Je crois que c'est un peu ce qu'on se disait avant. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais effectivement, dans les critères d'évaluation, parmi les critères d'évaluation des actions, on propose de regarder l'acceptabilité sociale. Maintenant, ça ne veut pas dire que si une mesure est difficilement acceptable, je pense à des mesures de retrait stratégique, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut pas la mettre en œuvre. Ça veut dire juste être conscient aujourd'hui que si on part dans cette direction, on va avoir un travail spécifique à faire, euh, voilà, de concertation, d'explication, de pourquoi de la démarche, etc. Et on retrouve ce genre de réflexion, y compris quand il faut renaturer une rivière, par exemple. Bah, voilà, les riverains comprennent pas pourquoi il faut enlever la digue, etc. Ils ont l'impression qu'ils vont se retrouver inondés. Donc, c'est ce problème d'acceptabilité sociale. C'est pas Tact qui dit comment faire. C'est juste, on vous propose de prendre en compte cet élément-là lorsque vous faites une analyse multicritère. Et du coup, la dernière question et ensuite les suivantes, on regardera pour plus tard. Je voulais juste répondre à Flavie que la dernière intervention que nous avons, c'est une présentation de la mission adaptation qui est le guichet unique pour les collectivités pour l'accès à l'ingénierie publique pour adaptation au changement climatique. Donc, restez bien avec nous jusqu'à la fin du webinaire pour la présentation de cette mission et de ce guichet. Donc, je prends une dernière question. Existe-t-il des exemples de trajectoires pour les milieux naturels? Parce qu'on a beaucoup parlé finalement des territoires plus urbains, mais est-ce que c'est une démarche qui peut être adaptée aux milieux naturels? Je crois qu'il y a des plans, des... Alors, je ne sais pas comment interpréter la question. Je sais qu'il y avait eu le projet Nature Adapt qui, qui s'intéressait notamment à tout ce qui était euh, réserve naturelle, et donc qui s'intéressait plus finalement à l'adaptation des milieux naturels. Après, TACT s'adapte à des espaces, qu'on soit une commune rurale ou urbaine, enfin, littorale, de montagne, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on ne s'intéresse pas à l'adaptation des milieux naturels en tant enfin, voilà, des écosystèmes, où nous, on s'intéresse à l'adaptation de l'humain. Et Nature Adapt a fourni énormément de ressources diverses et variées, dont un diagnostic, dont des méthodes très semblables aux trajectoires. Donc, n'hésitez pas à aller. Je pense qu'Hélène, dans le compte-rendu, on pourra fournir le lien. Il y avait un wiki très, très, très fourni.
Très bien, bah, merci beaucoup Aude. Et je termine juste avec le suivi de Madame Le Bourgeois qui disait que la question traitait du fait que les collectivités vont être amenées à traiter les impacts sur les milieux naturels. Et effectivement, c'est aussi des analyses sectorielles et une connaissance sectorielle. Alors, justement, nous, dans le cadre de ce cycle de webinaire, on va faire deux focus sectoriels sur les milieux un peu naturels qui sont la forêt, l'adaptation de la forêt en février et eau et changement climatique en mars. Voilà. Merci beaucoup.